Normalement, j'y suis. Je vais. Ça met tout le temps. Voilà, ça peut apparaître au-dessus. Non, ouais, ça. Moi, il me dit que je suis en direct. Ah oui, c'est bon. C'est bon? Bon. Maintenant, il faut voir si le son fonctionne bien. On entend quand même le son. On entend? Ouais. Bon, on peut y aller. Hein. Pardon, on y va? Oui. Bon. Il faut parler dans le micro, s'il te plaît. Merci. Et oui, je dois. C'est bon? Bah, Maintenant, allume. c'est mieux? Tu l'as allumé? Oui. Ouais. Oui, c'est mieux. Bien, merci en tout cas d'avoir répondu à l'invitation du Club de la Presse, les aides à la presse. Voilà le thème d'aujourd'hui. Quel avenir pour l'information sans journaliste? C'est déjà aller plus loin que ce simple titre générique, les aides à la presse. C'est une question qui est fondamentale, bien sûr, pour les journaux d'information que l'on croyait réglés jusqu'ici. Ces aides sont versées aux médias qui emploient des journalistes professionnels, et que ça n'a pas toujours été complètement le cas, et ça avait été rectifié par un décret. Or, précisément, un nouveau décret du ministère de la Culture semble aller dans un autre sens. Il faut, pour comprendre, se souvenir des circonstances et de la création du magazine Epsilon. À l'époque, la rédaction du magazine Science et Vie avait quitté la rédaction en réaction à la publication sur le site du magazine de contenu qui était rédigé par comment dit-on, des créateurs de contenu, des chargés de contenu, on dit des chargés de contenu, en tout cas non journalistes et non supervisés par la rédaction en chef qui avait très mal pris la chose et qui était également partie. En tout cas, c'est de là qu'une mission avait été confiée par le ministère de la Culture à Madame Laurence Franceschini, qui est haut fonctionnaire et présidente, c'est important de le rappeler, présidente de la commission paritaire des publications et agences de presse, la CPPA, qui est formée de représentants de l'État et de professionnels de l'information, bien sûr, de professionnels de la presse. Le rapport Franceschini recommande, j'allais en parler au passé, mais recommande que des aides financières, des aides publiques bien sûr, ne soient versées qu'aux médias qui consacrent au moins la moitié de leur masse salariale ou en tout cas une part significative à la rémunération de journalistes professionnels. Voilà, alors déjà là-dessus, ce serait intéressant que vous me disiez si c'était satisfaisant. Pour en parler, je suis désolé, je me mélange avec les papiers, c'est pas très pratique tout ça. Pour en parler, j'ai autour de cette table, donc Charlotte Clavreul, nous sommes en pays de connaissance, vous étiez chez nous au Club de la Presse, c'était à l'IS, non, c'était à Valenciennes, sur un colloque que nous avons organisé cette année. Vous êtes créatrice, directrice du Fonds pour une presse libre. C'est quelque chose de nouveau qui est fondé sur des choses très importantes par les temps qui courent. Ludovic Finet, je fais tout à l'envers, tu es journaliste, pigiste et secrétaire général adjoint du SNJ CGT. Marie-Madeleine Sèvres, vous êtes journaliste, secrétaire générale adjointe de la CFDT. Journaliste. Journaliste CFDT, oui, pardon. Pierre-Yves Bocquet, on dit correspondant, c'est ça? Oui, alors je suis journaliste. Journaliste, hein, ici dans la région, pour le magazine, justement, Epsilon. Ben, j'aimerais bien qu'on commence avec vous sur ce que je viens de dire, sur cette petite introduction. Est-ce que ce rapport Franceschini était satisfaisant? 50%, voire une part significative. Ça voulait dire quoi? Alors, effectivement,
La chose qui nous attriste aujourd'hui dans ce projet de nouveau décret, c'est qu'il revient sur ce que la mission Franceschini avait proposé. C'est 2021, c'est ça? Alors, le décret a été applicable en 2022, je crois. Oui, 2022. voilà, ça. La mission a été lancée en 2020, pendant nos mésaventures, effectivement, chez Epsilon. Alors, ce critère de 50%, effectivement, on peut le discuter. Ouais, c'est pas trop mon propos. Ce que je peux peut-être commencer par vous dire, c'est quoi une rédaction sans journaliste de l'intérieur. Nous, on l'a vécu. Voilà, ce sont de toute façon le fond de notre débat aujourd'hui. Voilà. C'est bien les conséquences, qui nous intéressent. Exactement. Alors, c'est quoi? Comment ça s'est passé? Pour vous expliquer un petit peu. Effectivement, on avait été racheté par un groupe qui s'appelle Reworld Media en 2019. Ouais. Pendant un an, ça s'est relativement bien passé, parce qu'ils avaient racheté tout un tas d'autres magazines dont ils se sont occupés avant que vienne notre heure, j'ai envie de dire. Et donc, au bout d'un an, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, les gens qui étaient partis au moment du rachat en prenant leur clause de cession n'avaient pas été remplacés. Donc, on attendait ces postes-là, des postes de journalistes. Hein, donc, c'était des journalistes qui étaient partis. On voulait qu'il y ait des embauches de journalistes qui ne sont jamais arrivés. Et un an après, plutôt que d'embaucher les renforts qu'on attendait, donc depuis un an, ce qui s'est passé, c'est qu'on nous a ôté la responsabilité du site Internet, donc du titre Sciences et Vie, et ça a été confié à des chargés de contenu. Donc, c'est quoi un chargé de contenu? Il faut expliquer clairement de quoi on parle. Un chargé de contenu, c'est quelqu'un qu'on embauche après le bac, qu'on forme un petit peu à la va-vite. Reworld Media a sa propre académie. Elle a créé un bachelor pour créer des gens qui font des écoles privées, en fait. Alors, je ne sais pas exactement de quelle formation privée. Oui, probablement. Et donc, on prend ces gens-là et puis ils créent des contenus. Donc voilà, c'est plus des journalistes qui créent des articles, ce sont des gens qui créent des contenus. Donc déjà, on est plutôt dans une mentalité de réseaux sociaux. Hein, on fait du flux, on fait du contenu. Et quand on parlait avec nos actionnaires, nous, ils ne nous parlaient pas de journalisme, ils ne nous parlaient pas d'articles, ils nous parlaient de brand. Un titre, c'est pas un titre, c'est une marque. On parlait de brand content. Donc déjà dans le langage, dans le vocabulaire, on était déjà dans un autre monde. Voilà. Et donc c'est quelque chose qui était venu vers nous il y a déjà très longtemps, je me souviens, il a été opposé tout de suite. Je parle d'une histoire qui remonte à 20 ans, voire plus. Oui, tout à fait. Alors du coup, ce qui s'est passé, ce qui devait arriver arriva. Hein. C'est-à-dire que les articles qui étaient écrits sur le site échappaient totalement à la rédaction de journalistes, même à la rédaction en chef, on n'avait aucune visibilité, même avant que ce soit publié, sur ce qui allait être publié. Et donc, ce qui s'est passé, c'est effectivement, on a vu arriver des problèmes. Logiquement, il y avait des articles qui étaient du repompage de communiqués de presse. Voilà, ce qu'on s'interdit de faire, évidemment, quand on est journaliste. Mais là, on a vu passer des choses. Nous, on recevait les communiqués, et après, on voyait sur le site quelque chose qui était, on va dire, quasiment du copier-coller d'un communiqué. On voyait des articles basés sur des sources pas hyper scientifiques, pas hyper fiables. Donc, on se demandait un petit peu, on se disait, c'est pas du tout ce qu'on fait depuis 20 ans qu'on est là, c'est pas de l'état d'esprit. Et le point d'orgue, c'est une déontologie, en fait, journalistique. Ce ne sont pas des journalistes, donc en fait... Oui, mais on pourrait quand même leur demander de se calquer, je ne sais pas. En fait, l'idée des actionnaires, si vous lisez des interviews de l'époque, en fait, c'est des gens qui disent que c'est le lecteur qui est garant de la qualité. Donc, si ça convient au lecteur, tout va bien. Donc, nous, quand on pointait des erreurs, au début, elles étaient corrigées. Et au bout d'un moment, on nous a dit, mais non, regardez, l'article fait des vues sur le site, donc c'est que tout va bien. Bien sûr. C'est que ça ne va pas si mal que ça, c'est que c'est pas si mauvais que ça. C'est le lecteur qui est juge, et c'est plus l'auteur de l'article qui garante sa qualité. Vous voyez, là, alors, le point d'orgue, ça a été des articles qui étaient publiés sur le site et qui disaient l'inverse de ce que nous, on écrivait dans le magazine papier. Par exemple, on était à l'époque du Covid, il y a eu un article sur le site qui disait que la vitamine D pouvait protéger du Covid. Et nous, dans le magazine, on disait il y a une rumeur qui dit ça. Évidemment que ce n'est pas vrai, on a interrogé des spécialistes, etc. Donc voilà, on marchait sur la terre. Déjà carrément dans le vif du sujet, dans le cœur du sujet, pardon. Donc voilà, quand on parle d'une rédaction sans journaliste, c'est de ça qu'on parle. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que de l'extérieur, ce débat des journalistes qui disent il faut embaucher des journalistes, ça peut donner l'apparence d'un débat où on veut un peu protéger son précaré, engager des gens qui ont la carte de presse, on protège son petit milieu. Mais en fait, ça dépasse ça. Le cœur du sujet, c'est quelle information on donne au lecteur. On sait que la presse, et pas seulement la presse scientifique, effectivement, la presse, elle joue un rôle dans la démocratie. Il faut que les citoyens soient bien informés pour prendre des bonnes décisions, pour soutenir ou pas telle ou telle politique. Et donc, si on minore ça
Et si on ne lui donne pas de l'importance, et si au contraire, on subventionne les gens qui ne font pas ça, quel message on envoie? C'est ça le cœur du sujet. C'est pas de dire, voilà, moi je suis journaliste et je défends ma petite corporation, mon petit truc carré. Bien sûr. C'est quel impact ça a sur la société. Et cet impact, il nous paraît hyper grave. Donc voilà, voilà ce qui se passe quand on retire des journalistes de rédaction et qu'on les remplace par des gens qui, moi je leur jette pas la pierre, les chargés de contenu, quand ils sont embauchés, c'est des petits jeunes, ils sont embauchés, ils font ce qu'on leur demande. Le plus grave, c'est que ce groupe Reworld Media, qui organise ça, qui structure ça, c'est aujourd'hui le premier éditeur de presse magazine en France. Quand il a racheté Mondadori France, il y avait sur ce livre, il y avait tout un tas de magazines, ça en a fait le premier éditeur de presse magazine en France. Voilà. On verra tout à l'heure avec les organisations syndicales s'il n'y a pas des risques encore plus grands. Oui, est-ce que je pourrais me permettre de poser une question? D'accord. Moi, ce qui m'intéresserait de savoir, si tu le sais, c'est ces fameux chargés de contenu. Alors, si j'ai bien compris, ils passaient par une académie propre à Reworld Media. Est-ce qu'ils étaient salariés en direct? Est-ce que ça passait par des intermédiaires? Est-ce qu'il y a une agence qui a été créée? J'imagine, dans ce cas-là, pas agence de presse. Est-ce que tu sais un petit peu quel était le lien entre les deux? Je n'ai pas suivi ça dès le départ. Nous, on a été assez attentifs parce qu'effectivement, à la rédaction, on faisait bosser jusqu'ici des pigistes et on s'est toujours bien assuré, comme on fait aujourd'hui à Epsilon, de salarier un métier de journaliste en salaire, en pige, de respecter ce qui est inscrit dans la loi, dans la loi Cressard, la convention collective des journalistes. À l'époque, il me semble, mais je n'étais pas au cœur des débats, qu'ils étaient effectivement salariés en direct. Ils n'avaient juste pas le statut de journaliste. Et donc salariés. Et donc salariés, il me semble. Mais avec des conditions, je complète la question, qui sont peut-être en deçà d'un salaire journalistique. Alors ça, je ne sais pas. Avant de continuer avec les représentants syndicaux, Charlotte Poivre, vous êtes à la fois observatrice et causeuse avec le Fonds pour la presse libre, qui a été créé justement pour défendre et maintenir une presse indépendante. Vos réflexions sur ce qui vient d'être dit. Et c'est des, enfin, oui, on peut appeler ça des dérives. Oui. Ah, je suis pas sûre que ça marche. Ça fonctionne pas? Je sais pas, j'entendais parce que là, ça parlait beaucoup plus fort que tout à fait. Mais c'est un meilleur micro. Ouais. Non, alors nous, c'est vrai qu'au Fonds pour une presse libre, on a aussi cette préoccupation du statut de journaliste. Alors, on n'est pas un syndicat, hein, donc je laisserai la parole. Non, c'est un fonds qui a été créé dans des circonstances particulières, justement, pour réagir oui, alors nous, on a au pouvoir de l'argent. Le Fonds pour une presse libre, il a été créé par les cofondateurs de Mediapart et l'équipe salariée de Mediapart en réaction à deux situations. La première, c'est toutes les conséquences qu'il y a eu avec ce développement de l'ère numérique et à l'accélération de la concentration des médias. Donc, le FPL, il a été créé fin 2019 pour remplir deux missions. Un, c'était rendre indépendant le capital de Mediapart. Ça a été fait fin 2019. Et en fait, maintenant, on ne s'en occupe plus. Et l'autre, ça a été la mission qui a été reconnue d'intérêt général pour la première fois en France. C'est la défense du pluralisme de la presse, la liberté d'information et l'indépendance du journalisme. Et moi, au quotidien, c'est vrai que je m'applique à essayer de développer cette mission au FPL. Du coup, la question, c'était, pardon, parce que... Vos réactions par rapport à ce qui vient d'être dit, parce qu'en plus, vous nous rappelez que le fonds a été créé en 2019, je crois que c'était un peu plus tard. Alors, non, c'était fin 2019. Vous arrivez pile poil dans en fait, on avait été en lien avec l'équipe d'Epsilon. On avait été en lien avec l'équipe d'Epsilon à ce moment-là. Donc, moi, je suis arrivée début 2020, au moment du Covid. Et nous, dans les critères quand les médias indépendants nous présentent des projets, nous, les critères qui nous ont été imposés, donc c'est un peu particulier quand on entend parler de ce futur décret, c'est que nous, l'administration fiscale nous a imposé, on est autorisé seulement à soutenir des médias indépendants, donc qui sont agréés par la CPPAP, mais qui ont cette reconnaissance d'information politique et générale. Donc avec le 39 bis A assimilé. Et donc nous, on veille évidemment à ce que les médias qui nous présentent les projets appliquent la convention collective des journalistes. Et c'est marrant parce que pas plus tard que pour notre dernier appel à projet, on a eu un média indépendant en région
qui nous a présenté un projet, alors qui en soi était plutôt bien, mais l'idée c'était de rémunérer un journaliste, alors vraiment au SMIC et à temps partiel. Et là, on s'est dit, mais ça ne va pas du tout, en fait. Nous, on est là, en plus, avec l'accord du SPI, l'accord qui avait été signé avec le SPI, on a dit, mais nous, en tant que FPL, on ne peut pas cautionner, en fait, cette politique d'un média indé qui existait en plus depuis une toute petite dizaine d'années, donc il n'y avait pas de réel modèle économique. On s'est dit, on ne peut pas accepter de soutenir un média qui lui-même applique ce genre de politique. Alors, on n'est pas sur la question des aides à la presse, mais même là, nous, on s'est dit, bah, en fait, éthiquement et déontologiquement, on ne peut pas aller à l'encontre de tout ça, quoi. Alors, de votre côté, à la CFDT journaliste, le CGT, je ne sais pas si vous y étiez, il y a eu une rencontre avec les autres syndicats aussi, qui ne sont pas là, FO, je pense, qui était, et puis le SNJ. Vous avez été reçu au ministère. Enfin, on a été en visio, en fait. Ah, d'accord. Avec Madame Franceschi. Vous avez eu un échange avec le ministère de la Culture. Et voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui en ressort? Parce que, après, il faudrait aussi raconter que, là, dans les documents que j'ai là, qui sont datés du début du mois, on parle d'un décret qui va sortir très prochainement. Il n'est toujours pas sorti. Voilà. Alors, je vous explique. Alors, déjà, moi, je voudrais déjà dire que les syndicats ne sont pas autour de la table de la CPP-AP. Donc, ça s'appelle commission paritaire, mais c'est commission paritaire et un patron. Ouais. C'est pas une commission paritaire où on demande journalistes. Alors, nous, on est complètement extérieur à ça, alors que ça nous concerne au premier chef. Bon, alors ça, je trouve que c'est important de le dire. Oui, alors on a eu une réunion. Moi, j'ai pas assisté aux premiers échanges pour 2021, le fameux décret qui n'a pas été appliqué. Et là, on nous a juste, on était un peu surpris d'avoir été convoqués, on peut dire, à une réunion d'information. En fait, on ne savait pas trop de quoi il s'agissait. Vous avez été convoqués, c'était pas à votre demande. Ah non, 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 c'était à leur demande à eux. C'est important de le savoir. Oui, oui. Et alors, en fait, on a assisté à un grand numéro de claquettes langue de bois auquel je n'avais jamais assisté. Ils n'avaient rien à dire, si ce n'est que le décret, ils ne l'avaient pas appliqué depuis 3 ans, en fait, puisqu'il aurait dû être appliqué en 2022, enfin, on était en 2025. Déjà, on n'était pas au courant que n'était pas appliqué, donc franchement, on est dans les débuts. Et ensuite, pour nous dire qu'ils allaient modifier un certain nombre de choses dans ce décret, avec des termes de façon très alambiquée. Alors, je ne sais pas si vous voulez qu'on rentre dans le vif, mais tout. Ce serait bien, j'allais vous demander juste après, où il est expliqué. Bon, je ne vais pas sortir ici mon tableau, mais on voit bien ce qui a été rayé du précédent décret. Enfin, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une phrase un peu alambiquée, mais qui est indiquée quand même du premier décret, que quand même, il fallait quand même au minimum un journaliste pour avoir des aides à la presse. Et dans le deuxième, alors là, on a des phrases du genre le traitement de l'information est apprécié au regard de la composition. Alors, est apprécié, on n'a pas de critères, on a demandé des critères, on ne les a pas. Et il est réputé établi lorsque le traitement est réalisé par des journalistes professionnels au sens de l'article machin, qu'il n'y a pas besoin de. C'est réputé être un journal. Journaliste ou pas journaliste, il y a eu un certain nombre de dérogations qui nous a quand même extrêmement surpris. Et en fait, nous a expliqué que parce que c'était un peu compliqué, que il y avait des problèmes d'application, enfin, on nous a noyé sur des trucs un peu juridiques qu'on n'a pas tout saisi. Simplement, on a compris quand même à l'arrivée qu'il y avait des dérogations qui avaient été déjà faites avant, qui voulaient reconduire, voire en donner d'autres. Donner d'autres dérogations. Et on pense qu'il y a eu un lobbying, probablement de Reward, mais un certain nombre de patrons qui ont trouvé que, bon, voilà, ils ont eu gain de cause. Donc, on a fait, on dira un peu plus tard, je ne sais pas si parler de Ludovic, mais en fait, on se rend compte quand même qu'il y a énormément de publications qui n'ont pas de journalistes et qui ont des aides à la presse. Et on a fait une petite recherche. 90 publications print et 50 de sites de presse en ligne ayant bénéficié des dérogations depuis 3 ans.
vous rendez compte? Ce sont des journaux connus Qui n'ont pas du tout de journalistes. Non, alors il y a des journaux, mais non. On a une liste, je vous dirai tout à l'heure, mais après c'est du genre. J'avais vu passer, oui. Oui, c'est médecine machin. Enfin, c'est des trucs entre pairs, ou des juristes entre pairs. C'est pas d'intérêt général, parce que c'est quand même le fond de la question. Voilà. Ludovic. Oui, moi je veux bien, avant qu'on revienne un tout petit peu en arrière, il y a évidemment eu la mission Franceschini avec ses orientations, ses recommandations, je crois, comme on dit, qui étaient effectivement la moitié de la rédaction, enfin la moitié de la masse salariale, la rédaction, ou au moins des moyens substantiels. Donc ça, en fait, c'est pas ça qui n'a été appliqué déjà dans le décret. Déjà flou. Non, c'est pas que c'est flou, c'est qu'il y a les recommandations et ensuite, il y a le décret lui-même. On a un rapport d'abord et ensuite on a un décret. En gros, la lecture du décret, effectivement, entre les lignes, on comprenait qu'il fallait au minimum qu'il y ait un journaliste dans la rédaction. Et ensuite, on regardait, en gros, la constitution de l'équipe rédactionnelle qui était une condition pour obtenir les aides. C'est ça qui s'appréciait en fonction de la taille de l'entreprise, du type de support, etc., etc. Aujourd'hui, on passe, alors ça peut paraître subtil, mais on passe dans une logique qui est différente, qui est que le caractère journalistique, on va l'évaluer en haut regard de la taille de l'entreprise, etc., etc., et non pas la composition de l'équipe rédactionnelle. Donc c'est ça qu'effectivement qui nous laisse entendre qu'aujourd'hui, il n'y aura plus forcément besoin d'une équipe rédactionnelle évidemment au sens de journalistes professionnels ayant le statut. On pense souvent à la carte de presse. La carte de presse, ça n'est pas, ou ça n'en est qu'une partie, ça n'est pas le statut de journaliste. La carte de presse, elle vient prouver que le journaliste a le statut de journaliste professionnel. Il faut qu'on lui applique la convention collective, il faut qu'on lui applique les dispositions du code du travail spécifique aux journalistes, etc., etc. Je ne reviens pas là-dessus. Et ensuite, la carte de presse vient et la preuve en fait que le journaliste a bien le statut en question. Donc on glisse complètement et en même temps, effectivement, dans les échanges avec le ministère, on a des propos un peu ubuesques du style « Non, mais en fait, vous en faites pas, ça change rien, mais on va établir une doctrine qui permettra de mettre des garde-fous et de déterminer dans quelles conditions, et éventuellement, on pourra donner effectivement le numéro de commission paritaire s'il n'y a pas de journaliste. » Donc oui, ça change quelque chose. Ce qui ne change pas, peut-être, c'est effectivement l'arnaque qui nous a été faite, c'est de publier un décret pour nous dire après, 2 ou 3 ans après, oui, bon, en fait, on ne l'a pas appliqué, quoi. On l'a pas appliqué, en tout cas, on a donné des dérogations. Et effectivement, là, dans la liste en question, alors, on a alors, dans la liste, pour qu'on comprenne bien, dans la liste, en fait, des titres qui ont obtenu une dérogation d'1 an supplémentaire. En gros, ils étaient arrivés à échéance de leur numéro de commission paritaire. Visiblement, ils ne sont pas dans les clous. Avec 2026, c'est ça? Comment? Ça dépend. Hein. Là, oui, il y a des échéances en 26, il y a des échéances en fait, qui sont tombées en 25 et à qui on a donné une prolongation d'1 an. Alors, on nous dit non, mais vous en faites pas, c'est juste 1 an, et puis on va réexaminer tout ça. Sauf qu'on est en train de nous dire en parallèle, oui, mais on va mettre en place une doctrine qui permettra justement, là, pour le coup, en gros, moi, c'est comme ça que je ne sais pas ici autour de la table si toi, tu l'évalues de la même façon. Mais en gros, moi, ce que j'entends, c'est, en gros, on l'a fait un petit peu à la hussarde, effectivement, on n'a pas appliqué le décret. Et maintenant, on va mettre noir sur blanc les conditions qui nous permettront d'appliquer un nouveau décret et donc effectivement de s'exonérer du contenu de l'ancien décret. Donc là-dedans, effectivement, on a des publications qui sont des publications techniques, mais pas seulement. On a des titres de Reworld Media. Alors là, je suis sur la liste des sites internet, mais on a aussi toute une série de titres papier, entre guillemets, et puis parfois, évidemment, les deux, et souvent les deux sont liés, mais c'est le journal de la maison.fr, par exemple. Ça, c'est Reworld Media. Donc, je suis désolé s'ils n'appliquent pas. Moi, je veux bien qu'on discute du cas de l'Œil, qui est le journal, qui est le site de la maison des journalistes. Je pense qu'on n'est pas tout à fait dans le même cadre, puisqu'ils font partie effectivement de la liste. Mais le journal de la maison ou mariefrance.fr, je suis désolé, on ne l'évalue pas tout à fait de la même façon. Donc voilà, en gros, ce qu'on est en train de nous dire, ça ne va pas changer, mais en même temps, on fait tout pour que maintenant, on puisse dire, ah bah si, regardez le texte, on avait raison
Alors, ce ne sera plus des dérogations, je pense, aujourd'hui. Ce sera de dire, ce sont des exceptions, mais cadrées par un texte. Et donc, il n'y a pas. Je voudrais juste rajouter quelque chose. Oui, oui. C'est qu'il nous parle de doctrine pour bien cadrer les choses. J'allais parler de ça, oui. Ah bon, la doctrine, on n'en a pas, on pose des questions, non, enfin bref, on noie le poisson tant qu'on peut. Okay. Il n'y a pas deux doctrines qui s'opposent. Alors, celle-ci, il aurait pu y avoir une doctrine Bachelot, une doctrine Rachida Dati. En fait, c'est la même logique. Ah non. Il y a une doctrine qui n'a pas été appliquée, visiblement. C'est ce qu'on a appris il y a 2 semaines ou un peu plus, là, effectivement, fin mai. Qu'est-ce que vous en pensez, Pierre-Yves Wauquiez, puisque vous êtes à l'origine de tout ça? Oui, on a participé, on a été peut-être le catalyseur un peu de tout ça. Oui, alors c'est doublement frustrant. Nous, on est un peu déçus parce qu'on avait le sentiment d'avoir participé à un grand projet un peu plus grand que nous, de défense de la presse et des journalistes. Donc on est déçus de voir aujourd'hui que c'est ce qui avait été un peu fait et aujourd'hui détricoté. C'est toujours un peu dommage, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Le plus triste dans tout ça, c'est pour les lecteurs, pour la société. Quel message le gouvernement envoie en disant « je vais subventionner des gens qui font des journaux sans journalistes ». C'est quoi le message? C'est quoi la doctrine, effectivement? En plus, bon, aujourd'hui, ce serait minimal, mais on est face à un gouvernement qui cherche à faire des économies. Donc, on pourrait imaginer que même si c'est sûrement marginal, il ne gagnera pas, mais que ça aille quand même dans ce sens-là. Mais non. Donc, en fait, quelle est la philosophie qui est derrière ça? En fait, c'est ça que je ne comprends pas. Je ne vois pas du tout vers où ça va. Et ce qui m'embête aussi, c'est ce que disait effectivement Ludovic. C'est-à-dire, on a un décret aujourd'hui qui est mal appliqué. Ok, soit, on peut peut-être, à la limite, essayer de comprendre que c'est compliqué de compter les gens qui sont journalistes. Certains ont la carte de presse, d'autres n'ont pas. Qu'est-ce qu'il faut comptabiliser? Certains sont extérieurs à la rédaction, il y a des pigistes. Certains pigistes font un travail de journaliste, mais font d'autres choses à côté. Et donc, ils n'ont pas forcément la carte de presse. Enfin, je peux comprendre qu'il y a une sorte de subtilité dans le décomptage et dans la mise en place de critères. Mais je préférais qu'on s'attache à ça et à trouver une solution à ça pour bien appliquer le décret actuel, voire même aller un peu au-delà, plutôt que de se dire, OK, le truc, il ne marche pas bien, on n'arrive pas à l'appliquer, donc on revient en arrière et on applique carrément autre chose. Ça me paraît pas être la bonne solution. Alors, en tout cas, ce n'est pas par ce bout-là que j'aurais pris. Question peut-être. Oui, si je peux compléter, pardon. Ouais. C'est moi tout ça quand je vous entends, je me dis à l'heure où on parle beaucoup de défiance envers les médias et envers les journalistes, finalement, on a l'impression que ça ne fait que en fait l'administration elle va dans ce sens-là, alors que ça devrait être l'inverse. Et je pense qu'on est tous dans le même combat, mais sous différentes formes, de justement recréer ce lien de confiance entre les médias, les journalistes et puis les citoyens et les citoyennes avec un vrai accès à l'information. Et on a l'impression que l'administration, en fait, va dans le sens complètement inverse. De toute façon, on ne parle que de ça, de recréer du lien, recréer la confiance. C'était le but de nos colloques. On avait évoqué dans le colloque, alors pas cette année, l'année passée, sur les ordonnances, on avait rappelé ce qu'aurait souhaité Robert Hersat en son temps, un journal sans journaliste. Ça vous rappelle des choses, non? C'était ça ma question un peu perfide tout à l'heure. Est-ce qu'on ne profite pas de certaines facilités de certains d'entre nous, des confrères ou des consoeurs, qui se disent bah oui, mais la carte de journaliste, on n'a pas besoin, bah oui, mais toute cette législation en faveur de la presse, c'est pas forcément mérité. On peut être journaliste sans faire une école de journalisme, et puis allons-y, quoi. On va vers toutes les. Moi, j'aimerais bien avoir votre avis à chacun de vous quatre, chacun de vos quatre, pardon. Je vais commencer. Effectivement, on entend un petit peu cette petite musique-là, et je pense qu'elle est extrêmement dangereuse, effectivement. Et la difficulté, c'est que je le disais tout à l'heure, on a l'impression d'être un peu corporatiste et de défendre un statut un peu privilégié. Et ce qu'on nous oppose souvent, c'est de dire oui, mais regardez, les journalistes, ils ne sont pas tous parfaits. Il y en a qui sont très militants, il y en a qui appartiennent à des grands groupes, et on voit bien qu'ils ont un agenda politique, religieux, philosophique, peu importe. On voit bien que la priorité n'est pas toujours la formation du spectateur ou de l'auditeur ou du lecteur. Ok, et c'est vrai. Mais j'ai presque envie de dire, mais justement, raison de plus dans ce contexte-là pour essayer de préserver, et de protéger et de favoriser les gens qui essayent de remettre un peu du travail de journaliste dans un contexte où on est inondé effectivement de lobbying, on est inondé de fake news, on est inondé de vérités alternatives, c'est complètement dingue.
Et c'est aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de journalistes qui défendent une information de qualité, encore une fois, pour que le citoyen, le lecteur, ou le spectateur, ou l'éditeur soient bien informés. Donc, OK, il y a des brebis galeuses, mais vraiment plus pour favoriser ceux qui font bien leur boulot. Je vous ai presque coupé la parole. Non, c'est pas grave. Moi, je voulais rappeler que les EGI, c'était quand même pour établir la confiance, les états généraux de l'information. Bien sûr. Normalement, la grosse loi d'ATI qui devrait arriver en juillet au Parlement. Allez-y bien dans le micro. Oui, voilà. Donc, oui, moi, ça me rappelle un gros sujet, Pierre-Yves, ça rappellera sans doute des industries sans usine, des France sans usine, hein, tout a été délocalisé. Enfin, ça, c'est un vieux truc parce que, voilà. Des journaux sans journalistes, ça va être sous-traité, à droite à gauche, sans garantie. On sait bien que le métier de journaliste, quand même, c'est de vérifier l'information, c'est le contradictoire, de ne pas rester sur ses pensées contre soi-même, comme on dit assez souvent. C'est quand même un travail d'enquête quand même assez fouillé et minutieux. Donc, c'est les blogueurs maintenant qui vont faire un rôle de journaliste. C'est ça qu'on voit arriver quand même. Hein. C'était dans l'air avec justement les blogs, vous le dites fort justement. Et les youtubeurs et les influenceurs. Et voilà, donc évidemment, l'IA qui peut s'engouffrer là-dedans, parce que l'IA n'a pas de carte de presse, alors donc on peut y aller. Hein. Non, la carte de presse, c'est quand même une garantie. C'est pas corporatiste, on peut dire que c'est corporatiste, on peut dire ça de pas mal de métiers aussi. Hein. Je veux dire, franchement, voilà. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, j'ai toujours connu ça dans ma carrière, une sorte de détox en disant que nous sommes des gens corporatistes. Et donc, ça permet de. Voilà, peut-être que 40 ans plus tard, on voit les en aller. Il faut peut-être rappeler, effectivement, parce que là, on est au club de la presse et du coup, on tient ça peut-être pour acquis. C'est quoi un journaliste? Qu'est-ce qu'on s'impose? Qu'est-ce que notre statut nous impose? Un journaliste, tu l'as dit un peu, Marie-Madeleine, c'est quelqu'un qui vérifie l'info. C'est quelqu'un qui choisit ses sources, qui va la chercher, qui la vérifie, qui recoupe tout ça pour essayer d'avoir une déontologie. Il y a une charte de Munich qui date pas d'hier, où on dit qu'on doit se tenir indépendant des pouvoirs, indépendant de la publicité. Voilà, c'est tout un tas de. C'est pas seulement des gens. On n'est pas juste des gens qui réclament des droits. C'est aussi des gens qui nous imposons des devoirs. Faire un travail de journaliste, c'est s'imposer énormément de contraintes. C'est du travail, voilà. Mais c'est ce qui fait que vis-à-vis de nos lecteurs, on peut lui garantir qu'on a fait le job et que ce qu'il lit ou ce qu'il regarde ou ce qu'il écoute, c'est fiable, c'est pas biaisé d'aucune façon. C'est ça aussi un journaliste. C'est vrai qu'on a tendance à le tenir pour acquis, mais le répéter de temps en temps et dire que ces choses-là, ça se fait pas tout seul. Voilà, il faut qu'on se l'impose à soi-même tous les jours. Il faut qu'on accepte d'y passer du temps. Et donc, les gens qui nous disent, OK, on va produire des contenus rapidement et à pas cher, c'est difficile à tenir avec ces contraintes-là. Ludovic, quand je disais, mais quand je disais tout à l'heure que le verre est dans le fruit, tout à l'heure, vous évoquiez la publicité. Alors, on a tous connu aussi cette tentation de patrons de presse, de nous, quand je dis nous, c'est très collectif, de nous faire écrire des papiers publicitaires. Alors, normalement, ça nous est complètement interdit, déjà. Oui, sauf alors, conditions exceptionnelles. Ça peut passer. Oui, effectivement, hein, la fameuse déclaration de Munich qu'on évoquait de 71, c'est ça. Dit que voilà, le métier de journaliste, évidemment, il n'est pas celui de publicitaire. Il s'interdit évidemment les informations fausses, il les rectifie quand il a commis une erreur, etc. etc. Il ne travaille jamais pour des intérêts personnels, il ne mélange jamais ses intérêts dans son travail de journaliste. Et donc, effectivement, toute une série de devoirs et toute une série de droits, parce que les deux sont liés. Et les droits, c'est ce qu'on vient d'évoquer, c'est le statut. Ce qui garantit le droit, c'est le statut. Et le droit, c'est de faire son métier dans les meilleures conditions matérielles possibles. Et ça, effectivement, alors c'est pas suffisant pour avoir une bonne info, on est bien d'accord, mais en tout cas c'est nécessaire. Et donc effectivement, ça passe par le statut en question. Après, sur les questions de publicité et autres, oui, alors effectivement, ça va de la dérive la pire, qui est que on fera rédiger éventuellement par un journaliste un publi rédactionnel qu'on identifiera de façon plus ou moins claire comme étant un public rédactionnel, parce que ça, c'est dans la loi, mais c'est vrai que des fois, c'est quand même très bien fait. Hein. La mention est très petite, et puis évidemment, le but, il est de copier la maquette.
Ou, encore plus pervers, moi je pense, c'est les articles qui sont, entre guillemets, des vrais articles de presse, mais qui sont guidés par des intérêts. On sait que Bolloré s'est fait une spécialité de la chose, hein, dans sa presse gratuite. Il y avait des pages de propagande pour des dictateurs africains dans lesquels il avait des marchés. Hein. C'était, je crois que c'était Direct Matin, je crois, à l'époque, le titre en question. C'est comme ça qu'il est rentré, qu'il a commencé à bâtir son empire dans la presse. À l'époque, on en était bien loin de ce que c'est aujourd'hui. Mais au départ, c'est ça, quoi. Hein. C'est les autolibes, puisque c'était son activité, qui avait le droit effectivement à des pages dithyrambiques qui étaient quand même assez loin de la réalité. Voilà, c'est tout ça. Après, sur le reste, moi je pense que sur ce genre pour revenir au thème du décret, du possible nouveau décret, puisqu'effectivement il n'est toujours pas paru. Moi, je pense sincèrement que si on s'était contenté à la réunion qu'on a évoquée tout à l'heure de leur dire écoutez, c'est pas bien, on n'est pas d'accord. Hein. Je pense qu'on nous aurait dit écoutez, on note votre avis purement consultatif, on est très, très heureux que vous nous le donniez, et puis voilà, on serait passé à autre chose, parce qu'effectivement, il devait être publié le 2 juin. Le 2 juin, on n'a rien vu. Là, quand on demande des nouvelles, on dit oui, on est en train de rediscuter. Puis une fois qu'il sera paru, il y aura un comité de suivi, vous en faites pas, vous serez dedans, etc., etc. Bon, je pense que si ça traîne, c'est quand même le signe qu'effectivement, le pavé dans la mare qu'on a jeté d'abord avec notre communiqué, et puis il y a eu des reprises, il y a eu un peu de reprises presse, et puis les collectifs de journalistes et autres s'y sont intéressés. On travaille une autre version, voilà, je vous en dis pas plus. Je pense qu'effectivement, c'est tout ça qui fait que ça traîne. Jusqu'où ça ira, je ne sais pas. Évidemment, on continue, nous, à maintenir la pression, on continue à demander que ce décret ne paraisse pas. Et si effectivement, il faut discuter éventuellement des conditions d'application du précédent, pourquoi pas, comme disait Pierre-Yves, mais c'est un peu trop facile, effectivement, de dire non, mais en fait, on s'est trompé, c'est pas applicable, donc on va en écrire un autre. Et puis là, pour le coup, on va mettre en rapport ce qu'on va écrire avec leur réalité, entre guillemets. Moi, je pense qu'effectivement, on se calque sur des pratiques qui sont dommageables déjà pour les journalistes, mais là à la limite on pourrait dire ça c'est votre problème, mais évidemment pour la qualité de l'information. Parce que je pense qu'il faut dire quelques mots quand même de l'expression, qu'est-ce que ça veut dire en fait des journaux ou des rédactions sans journalistes. Ça peut recouvrir des réalités assez différentes. Ça peut être effectivement, comme on disait tout à l'heure, apparemment, ce serait à creuser, mais ça existe de toute façon, des créateurs de contenu qui seraient salariés en direct par l'entreprise de presse, mais pas au statut, donc pas sous les grilles, pas sous la convention collective, etc. La convention et ses avantages, bon, qui a des droits attachés, on ne va pas rentrer dans le détail, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais qui a quand même des droits tels que la clause de cession, la clause de conscience, qui sont quand même des droits très importants et qui, eux, sont effectivement aussi des parties constitutives primordiales du statut. Donc il peut y avoir ça, il peut y avoir aussi la sous-traitance complète. Voilà, on peut avoir des journaux. Aujourd'hui, on a un ou une rédactrice en chef, éventuellement un secrétaire général de la rédaction, comment on appelle ça, un responsable artistique, un directeur artistique ou autre. Et puis, à la limite, c'est presque tout. Et tout le reste, alors, soit auprès de pigistes. Alors, c'est un moindre mal si les pigistes en question, effectivement, sont payés sous les conditions de journalistes pigistes, hein, c'est-à-dire en respect de la loi Cressard et de tout le reste, puisque les pigistes ont droit à la convention collective, ils ont droit aux grilles, ils ont droit, etc. Quand elles existent, malheureusement, elles n'existent pas toujours. Mais ça peut être aussi soit des indépendants sous statut auto-entrepreneur, soit des agences de contenu qui ne sont pas des entreprises de presse. Et là, il me semble, ce n'était peut-être pas le cas de Sciences et Vie, je ne sais pas, mais moi, il me semble que c'est quand même une habitude de Reward le Média, effectivement, de passer par des agences, et d'autres, hein, ils ne sont pas les seuls, loin de là, de passer par des agences qui ne sont pas des entreprises de presse, qui ne sont pas des agences de presse. Voilà, ça peut recouvrir beaucoup de choses. Et donc voilà, aujourd'hui, c'est tout. En gros, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc il faut qu'on mette nos règles en rapport avec. Et nous, on n'est pas d'accord. Nous, on ne veut pas que ce soit comme ça que ça fonctionne. Après, je demanderai à Charlotte Oui. s'exprimer aussi là-dessus. Alors, je voudrais quand même insister. On va, je pense, enfoncer le clou tant qu'on peut
en intersyndicale et en associant les organisations de journalistes, Club de la presse et autres, on demande quand même d'être autour de la table de la CPPAP. Moi, ça me semble indispensable quand même pour défendre notre métier. Voilà, et non pas notre corporation. On est quand même un métier. Mais moi, je voudrais dire quand même aussi qu'on voit arriver une dégradation complète du métier de journaliste. Donc, alors déjà, les statuts sont bancals, mais il y a aussi tout un aspect santé mentale et psychologique dont on ne parle pas beaucoup, des conditions de travail. Et quand on sait dans les nouveaux, les sites, etc., la manière dont on fait du codage, comme on dit, ou dont on est obligé de faire X papiers dans la journée, etc., etc. Donc, ils ont beau avoir le statut de journaliste, pas toujours, mais bon, là, après, ça devient quand même quelque chose de... Pas forcément les moyens de voilà, faire un métier. c'est de la productivité à tout prix, donc là aussi, il faut faire attention. Voilà. Charlotte, peut-être j'avance, c'est quand même pas par hasard si tout cela arrive au moment où les empires de presse ne font que se renforcer. On vient de voir là, il y a Bernard Arnault qui vend ses parts finalement à Sadé, donc Empire Bolloré, Empire Sadé, il n'y a pas que ça, on avait vu il y a un an toute cette galaxie de comment on les appelle, les millionnaires, enfin les milliardaires. Les milliardaires, oui. Ça n'arrive quand même pas par hasard tout cela. Non, je voulais peut-être revenir sur ce que vous disiez, Ludovic et Marie-Madeleine. Oui, sur notamment le statut d'auto-entrepreneur, moi je trouve que, et là on arrive sur vraiment le statut de journaliste en tant que tel, mais c'est quand même très problématique parce que quand on rémunère comme ça des personnes, des créateurs de contenu, et du coup ils n'ont pas accès à certains droits, ils tombent quand même dans un statut très précaire. Et on s'était retrouvé avec le CGT il n'y a pas longtemps, il y avait un colloque au Sénat ou à l'Assemblée nationale sur justement le statut de journaliste, et il y avait des jeunes à côté de nous qui disaient, mais en fait, pardon. Non, pardon, je me fais une réflexion, c'est important de parler de ça. Oui, et des jeunes journalistes qui disaient que, en fait, depuis qu'ils étaient sortis d'école, ils avaient fait presque tout le tour de France, donc pour aller travailler dans des médias locaux, en tant que pigistes. Et donc, en termes de précarité, c'était insupportable pour eux parce qu'ils ne pouvaient pas se loger, ou alors il fallait qu'ils trouvent un appart pendant 3 mois et puis après repartir. Enfin, en termes de tissu social, c'était très compliqué. Mais il y a ça. Et puis, ce que je voulais dire aussi tout à l'heure, c'est par rapport à ce que vous disiez sur la CPPAP, c'est une CPPAP qui se dit indépendante. Alors, je pense que vous maîtrisez beaucoup plus le sujet que moi, mais de l'extérieur, moi je me dis cette CPPAP, en effet, où il n'y a pas de salariés, elle se dit indépendante, mais où il n'y a pas de salariés, donc en gros, il y a les patrons et l'administration. J'ai envie de dire, le caractère indépendant de cet organe est quand même assez particulier. Et peut-être pour élargir aussi, nous, là, récemment, donc on a mené des auditions auprès de médias indépendants qui nous ont présenté des projets, et ils étaient hyper inquiets parce que, par exemple, quelques jours avant qu'on auditionne un média, il nous a dit, on vient d'apprendre que le FSDP, on vient de geler les fonds du FSDP. Alors que c'est des médias, alors là je parle de médias, hein, mais c'est quand même des journalistes qui travaillent pour lancer des projets. Ils disaient, nous, on avait prévu de lancer un grand projet de refond, par exemple, de site internet ou notre média. Donc ça participe du modèle économique du média, où ils disaient, mais nous, on comptait sur des dizaines de milliers d'euros pour financer justement ces projets, et que là, d'apprendre le gel de ces fonds-là, tout ça, ça participe de cette dynamique justement de l'administration. Alors je suis un peu rude là-dessus, mais cette administration qui est en train de mettre plein de barrières aux médias de manière générale, aux médias indépendants, au statut de journaliste, et c'est quand même très inquiétant parce qu'on a quand même en tête ces échéances de 2026 ou 2027 où on sait que pour moi, ça va être de pire en pire. Et donc, je rejoins ce que vous disiez sur les empires et cette concentration. Alors, on le voit au niveau national, mais on le voit aussi au niveau local, où la concentration, par exemple, on voit la Dépêche du Midi qui est quand même très présente dans le sud-ouest et en Occitanie, et on voit des médias locaux qui galèrent, qui ont un statut, un modèle économique hyper précaire, et ils se battent comme ils peuvent. Et nous, quand on arrive à leur verser une subvention, par exemple, de 5 000 euros, de 10 000 euros, qui en soi est
pas grand-chose au regard des milliers ou voire des millions d'euros d'aide à la presse. Bien sûr. Ben, en fait, c'est quelques milliers d'euros qui leur permettent de survivre, parfois de vivre, de rémunérer des journalistes avec les critères dont on a parlé tout à l'heure. Mais tout cet empire, c'est qu'en plus, ça se généralise au niveau local avec des déserts locaux éditoriaux qui sont de plus en plus, pour nous, prégnants. Enfin, nous, c'est ce qu'on voit de notre rôle un peu d'observateur de cet écosystème. C'est vrai. Et puis, n'oublions pas que les aides à la presse, d'une façon générale, profitent souvent aux grands journaux plutôt qu'aux tout petits. C'est peut-être utile de le rappeler. On peut dire peut-être un petit mot sur la répartition de ces aides. Vous avez déjà... Oui, moi, je viens dire deux, trois mots. J'ai révisé là juste avant. Mais je voudrais parler d'abord très rapidement effectivement de la commission de la CPPAP. Donc effectivement, elle se dit indépendante. Alors on ne sait pas trop indépendante de quoi. Et surtout, effectivement, elle utilise le terme paritaire, ce qui a un sens d'habitude, en tout cas, dans le monde syndical, quand on parle de parité, effectivement, ce sont toutes ces instances, il y en a toute une série, la commission de la carte de presse, la CPMJ, qui attribue la reconnaissance aux écoles, enfin au cursus des écoles de journalisme, la reconnaissance de la profession, par exemple. Là, oui, c'est paritaire, ça veut dire moitié représentant des éditeurs, comme on dit en général, en tout cas dans notre secteur, et moitié des syndicats de journalisme. On pourra avoir un débat sur la fonction même ou la philosophie même de la parité. On sait qu'il y a des instances, on va fêter les 80 ans de la Sécu. Il était une époque où la Sécu, elle fonctionnait avec 75% de représentants des assurés sociaux et non pas en parité. Bon, ça, c'est autre chose. Aujourd'hui, c'est complètement différent, puisqu'il n'y a même plus de conseils d'administration dans lesquels on prend des décisions. Enfin bref. Voilà, nous, la parité dans le monde syndical, ça veut dire quelque chose. Et là, effectivement, alors, quand on le lit et qu'on sait à peu près de quoi il s'agit, on comprend, mais quand on lit représentant des professionnels concernés, on se dit, attends, il doit y avoir des journalistes. Non, les professionnels en question, effectivement, comme c'est dit, ce sont des entreprises ou des agences de presse. En tout cas, ce sont les représentants des organisations patronales. Et après, on voulait parler des aides elles-mêmes à la presse. Oui, effectivement, on sait que ceux qui récupèrent les montants principaux, donc là je regardais les chiffres de 2023, c'est par exemple aujourd'hui en France, c'est le Parisien, en tout cas c'est l'édition nationale du Parisien, alors je ne sais plus, là je crois qu'on est à peu près à 13 millions d'euros, le Figaro on est à 12, ou en tout cas plus de 10. Donc oui, effectivement, les titres qui raflent la mise sont des titres dont nous, alors ça c'est un autre débat, mais dont nous, SNJ-CGT, on se dit, est-il vraiment légitime quand on connaît les propriétaires de ces titres, Dassault d'un côté, pour ne pas les nommer, Bernard Arnault de l'autre. Est-ce qu'on peut clairement se demander si c'est vraiment là qu'ils doivent aller? Alors souvent, on nous rétorque, oui, mais regardez les petits titres, La Croix, l'Humanité, etc. Si vous faites le calcul au numéro, etc., ils ont beaucoup plus cédé. Ok, il y a effectivement une aide au pluralisme, mais il y a une aide aux titres à faible ressources publicitaires. Moi, j'ai tendance à dire, et là-dedans, on en oublie beaucoup, parce qu'il y a plein de titres qui n'en bénéficient pas. Si demain, effectivement, les aides à la presse, elles pouvaient réellement servir au pluralisme, nous, on est preneurs. Et nous, SNJ-CGT, on n'est pas les seuls, mais on est les premiers à revendiquer depuis des années de remettre tout ça complètement à plat. Il y a d'une part, effectivement, le mécanisme de la CPPAP et tout ça, dont on discute aujourd'hui. Après, il y a la philosophie. C'est pas parce que, effectivement, je sais très bien que, même s'il peut y avoir certains abus, mais des rédactions comme le Parisien rentrent dans les critères, effectivement, pour obtenir les aides. Après, il y a l'autre débat. Qu'est-ce qu'on doit faire de ces aides et qui doit les recevoir? Ça, c'est l'une réflexion n'oblitère pas l'autre réflexion. Allez-y, je vais vous demander si vous avez des questions, n'hésitez pas à intervenir. Non, je voulais juste préciser, c'est pas pour défendre les grands groupes de presse, simplement, là, on est sur un débat autour de cet article.
Il faut travailler des journalistes jusqu'à présent. Après, il peut y avoir des dérives auxquelles il faut faire attention parce qu'eux aussi, ils ont des sites web, etc. On ne sait pas trop comment ils Il y en a déjà, hein. On y reviendra. Des dérives. Ah oui. Il n'y a pas que des journalistes. Oui, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, il y a des rédactions, il y a des journalistes. Bon, voilà. Après, la suite, on ne sait pas. Mais bon, ils sont justifiés à les recevoir, c'est bien. Oui, non, un petit mot. Ça me fait penser juste à la politique agricole commune. En fait, il y a deux choses. Il y a qui est éligible pour les recevoir et quel est le besoin. La politique agricole commune, en Europe, on sait que des gens comme la reine d'Angleterre étaient l'une des plus grandes bénéficiaires parce qu'évidemment, elle est grande propriétaire terrienne. Sauf que, est-ce qu'elle en a vraiment besoin? Donc voilà, aujourd'hui, de l'argent public, est-ce qu'il ne faut pas le donner seulement aux gens qui sont éligibles? Est-ce qu'il ne faut pas regarder aussi qui en a vraiment besoin? Il y a eu des problèmes d'incendie, je continue, mais ça, je plaisante. Bertrand. Oui, il pleut toujours où c'est mouillé. Toujours pareil, on a besoin. Voilà. Il pleut toujours où c'est mouillé. Est-ce que, pour éclairer les motivations de ceux qui promeuvent ces évolutions-là de la pratique du journalisme, il n'y a pas deux choses qui sont présentées un peu comme des fatalités, alors consciemment ou inconsciemment? La première, c'est l'évolution technologique. Vous l'avez très rapidement abordé, mais inéluctable. Non, je ne vais pas y arriver. Le caractère inéluctable d'un certain nombre de technologies, l'IA, et ses facilités, dans tous les sens du terme. Et la deuxième, c'est quand même l'évolution de la pratique du lectorat, en fait, quand même, qui fait que une part non négligeable du public aujourd'hui, et parmi les plus jeunes, se nourrit d'informations qui sont déjà absolument pas vérifiées, absolument pas qualifiées de professionnelles, absolument pas dignes de foi et de confiance. Donc voilà, enfin, c'est pas forcément réjouissant ce que je dis, mais est-ce que c'est pas derrière ces deux paravents ou ces deux choses présentées comme inéluctables que se réfugient ceux qui promeuvent cette évolution du journalisme et de l'information sans journalisme? Oui, effectivement, moi je vais parler plutôt de l'aspect technologique. En fait, côté jeune, c'est vrai, hein, j'avais vu les chiffres il n'y a pas longtemps, je crois que plus de 4 sur 5 s'informent aujourd'hui essentiellement, voire exclusivement sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on regarde et qu'il faut qu'on regarde ça très sérieusement. Sur la technologie, l'intelligence artificielle, effectivement, on y est déjà en fait. Hein. J'ai fait pareil avant de venir une petite revue de presse. J'ai vu que le groupe Les Échos utilise déjà un logiciel d'IA pour proposer des titres, des chapeaux et des résumés d'articles pour pouvoir les poster sur les réseaux, justement. Les journaux produisent leur propre logiciel aujourd'hui pour utiliser l'IA. Effectivement, j'ai vu des journaux de presse locale qui utilisent ça pour les aspects juridiques, notamment. Qu'est-ce que j'ai vu encore? Au Point, il y a un plan social là, qui a été annoncé, 58 personnes, et certains postes, dont des correcteurs, vont être remplacés par des IA. Donc voilà, donc là, ça c'est une dépêche AFP d'avril dernier. Hein, et chez Ebra aussi. Et chez Ebra, voilà, le progrès, des dernières nouvelles d'Alsace, pour corriger les textes des correspondants locaux. Et il y a déjà eu des problèmes, des correspondants qui disent oui, mais là la phrase a été reformulée, c'est plus du tout ce que je voulais dire, mais c'est passé comme ça a été publié comme ça. Donc effectivement, ça on y est. Alors moi j'ai eu la chance, je trouve que j'ai fait une enquête sur l'IA et Internet il n'y a pas très longtemps, je fais un peu de publicité au passage. Le problème de l'IA, c'est que effectivement, c'est un outil hyper puissant. Alors on pourrait se dire, c'est juste un outil, c'est comme Photoshop. On ne s'interdit pas aujourd'hui d'utiliser Photoshop. Du moment qu'on dit que la photo est retouchée, on fait son boulot. Le problème de l'IA, c'est que pour remplacer ou pour lui demander de faire un travail journalistique, c'est un peu plus compliqué. Parce que l'IA, on ne sait pas trop où elle va piocher ses sources. Aujourd'hui, maintenant, on nous propose des IA qui indiquent leurs sources. Sauf que quand on regarde bien, les chercheurs l'ont fait, en fait, elles inventent des sources qui n'ont rien à voir parfois avec leur réponse. Donc, elles font semblant de donner leur source et en fait, c'est faux. Donc, on ne peut absolument pas compter dessus. Et il y a un autre problème que les chercheurs ont identifié, c'est que l'IA, elle commence à tourner en boucle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur Internet, il y a énormément de contenus qui sont déjà produits par des IA, par des chargés de contenu, par plein de gens, des influenceurs qui utilisent des IA pour faire du flux, pour faire de l'audience, c'est facile, c'est pas cher. Et après, nous, quand on pose une question à l'IA,
elle va sur Internet, maintenant notamment, elle va sur Internet pour trouver des réponses. Et donc, elle s'auto-alimente. Donc, il y a un phénomène comme ça avec les pervers. Et les chercheurs parlent d'effondrement des modèles, parce que ce sont des modèles de langage, les ChatGPT et autres. On parle d'effondrement des modèles, c'est-à-dire qu'ils observent que quand l'IA se base sur des propres productions d'autres IA pour donner des réponses, au bout de très peu de temps, elle commence à délirer. En fait. Elle dit des conneries. J'en ai confiance pour évoluer quand même. Et ça va très très bien. Alors, on peut toujours dire que ça évolue, mais c'est vrai que ce problème de l'IA, il est déjà là aujourd'hui. Nous, à Porta Epsilon, ça fait un moment qu'on pose la question, qu'est-ce qu'on fait avec l'IA, comment on l'utilise, qu'est-ce qu'on s'autorise, qu'est-ce qu'on s'interdit. Donc finalement, on s'autorise à l'utiliser dans certaines tâches, en aucun cas pour de la production, car il n'y a aucun article qui est produit ou qui est même corrigé par de l'IA. On peut l'utiliser pour des images, pour créer des photos, des images, des illustrations, en précisant évidemment que c'est de l'IA, pour pas qu'il y ait a priori, c'est des images. C'est chez vous, ça? Oui, ça c'est chez Epsilon. D'accord. Et on a ajouté un paragraphe supplémentaire à notre charte éditoriale sur notre site internet où on explique ça au lecteur. On dit OK, voilà chez Epsilon, voilà ce qu'on pense de l'IA, voilà comment on l'utilise et voilà comment on ne l'utilisera pas. Mais pour montrer aussi un autre exemple du fait que l'IA est déjà là et qu'elle pose problème, là j'ai reçu un mail la semaine dernière de l'école de journalisme de Lille qui propose une formation à l'IA. Oui, c'est vrai. Alors, en principe, pourquoi pas? C'est un outil, si on maîtrise. C'est un outil comme on fait une formation à Photoshop. En fait, ce qui m'a choqué, c'est pas que l'ESJ propose ça, c'est que quand je lisais un peu la descriptive, le but, c'est quoi? Je vous lis, j'ai vraiment noté, optimiser votre production éditoriale avec ChatGPT. Donc, optimiser, je sais pas trop. La phrase d'après, c'est gagner en productivité. Donc là, on ne nous dit pas faites des meilleurs contenus, on nous dit faites des contenus plus vite. Voilà. Il ne faut pas être dupe. Moi, quand j'ai commencé à bosser, on m'envoyait, j'étais encore plus jeune, sur des dossiers que je ne maîtrisais absolument pas. Il fallait galérer, je suppose qu'on a tous travaillé comme ça, je suppose que tu as bien connu ça. Les dossiers qu'on allait chercher dans les centres de doc, aller sur place, multiplier nos interviews, et puis surtout réussir à maîtriser notre sujet pour en écrire, c'était galère. Aujourd'hui, je ne suis plus du même côté de la barrière, je suis plutôt du côté de ceux qui vont commander des papiers et les vérifier après, en tant que rédacteur en chef. Si je commande quelque chose à un jeune journaliste dont il ne maîtrisera pas le sujet, regardez par exemple ce qui vient de se passer là sur les océans à Nice, j'ai le papier dans l'heure. J'ai le papier dans l'heure. Voilà, no comment. Oui. Tout est dit. Mais je crois que le refuge, c'est le terrain. Pour un certain temps encore, oui, et le reportage. Oui, mais alors, si je reprends sur tout ce qui a été dit tout à l'heure, si on ne donne plus les moyens d'aller sur le terrain, si on n'encourage plus à aller sur le terrain, on est mal parti. Enfin, l'information est mal partie. Ludovic, vous êtes revenu. Quelques petits mots sur l'IA. Alors, malheureusement, je n'ai pas pensé à le ramener ici, mais on vient de notre revue syndicale qui s'appelle Témoin, qui vient de sortir. On l'a consacré le dossier à l'intelligence artificielle et surtout à un point qui est qu'elle se met en place. Alors évidemment, on a étudié essentiellement les entreprises de presse, mais dans les entreprises de presse dans lesquelles on est et dans les médias dans lesquels on est, elle se met en place complètement en dehors de la représentation syndicale. On a l'impression que ce n'est pas un sujet qui doit être abordé, alors je ne vais pas rentrer trop dans la technique, mais dans ce qu'on appelle les comités sociaux et économiques, dans lesquels on discute normalement de la vie de l'entreprise, et on nous dit non, mais c'est rien de plus qu'une évolution. Il y a des dispositions dans le Code du travail qui donnent droit à ce qu'on appelle au moins une information consultation dans ce genre de moment, c'est-à-dire que quand on met en place une nouvelle technologie dans une entreprise, et droit à des expertises. Et pour nous, ça doit passer par ça. Alors, peut-être qu'il y a des journaux dans lesquels les chartes, effectivement, en question sont bien faites, tant mieux, où la rédaction est vraiment impliquée, mais nous, ce qu'on voit quand même beaucoup, ce sont des chartes qui sont écrites par la direction et qui sont mises sur la table. Et aussi, et ça, je pense que ça va plus loin, qui met aussi un petit peu chacun individuellement dans la rédaction devant ses responsabilités personnelles, on va dire. Ça, c'est pas bien. Ça, on ne fait pas. Ça, on ne crée pas une photo avec de l'IA. Bon, évidemment, c'est pas inutile de le rappeler. Après, c'est pas forcément inutile qu'on ait aussi un cadre collectif
plutôt que de mettre individuellement chacun devant ce qu'il peut, ce qu'il ne peut pas faire, quand est-ce qu'il franchit ou pas, individuellement toujours, hein, j'insiste là-dessus, la ligne rouge, mais de mettre des cadres collectifs. Tout ça, ça doit se discuter. Une rédaction, c'est un collectif. Un média, sa ligne, c'est le résultat d'une réflexion collective. Donc ça nous paraît vachement important et c'est beaucoup effectivement évacué. Alors, sous prétexte d'expérimentation, de tests, etc. On utilise tous les termes que vous voulez, qui sont là pour évacuer qu'en gros, on est en train de mettre en place un nouveau fonctionnement dans les rédactions. Effectivement, on en a cité quelques-unes. EBRA, le groupe de presse régional du Crédit Mutuel, s'est lancé là-dedans parmi les premiers pour la copie des correspondants, les correspondants locaux de presse. Alors, qui ne sont pas des journalistes, mais peu importe. Ils contribuent au contenu et pour certains journaux de presse quotidienne régionale, pour une part, et de presse hebdomadaire régionale, pour une part très importante. Hein, ça peut aller jusqu'à plus de 50% du contenu d'une édition qui est constitué de la copie des correspondants locaux, qui est évidemment traité par des secrétaires de rédaction, journalistes, mais là, en gros, ça passe maintenant, avant, par le prisme de, alors là je crois que c'était ChatGPT, mais peu importe, pour changer les titres, changer ou proposer des chapeaux, etc. Sauf qu'effectivement, on a des glissements de sens, par exemple. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le SR, il va falloir qu'il se tape le texte d'origine, le texte proposé par l'IA et se dire ah oui bon là effectivement il y a un glissement de sens, ça colle pas, ça entraîne quand même des risques qui sont pas négligeables, effectivement, parfois de changement de sens ou de glissement de sens des textes en question, quoi. C'est pas seulement trouver le bon mot qui va accrocher dans le titre et qui va faire que le lecteur va vouloir en savoir plus, ça va plus loin, les problèmes que ça pose vont plus loin que ça. Bon, et puis après, il y a l'autre aspect qui est évidemment aussi une espèce de fascination, on ne va pas se le cacher, quand on voit ce que peut faire une intelligence artificielle. Alors, je ne veux pas tout mettre sous l'angle des jeunes journalistes qui sont peut-être plus perméables, etc. Ils sont peut-être plus perméables tout simplement parce qu'effectivement, dans les écoles, tous ces outils, on leur apprend à les utiliser, mais pas seulement les outils d'intelligence artificielle, hein, tous les outils techniques, on va dire. Et oui, c'est valorisant de se dire je suis capable de faire de la vidéo, je suis capable de faire du son, je suis capable de faire du texte. Moi, je trouve ça très bien. Le problème, c'est le jour où on demande de tout faire en même temps ou de décliner le même sujet sur tous ces supports-là dans la même journée, par exemple. Qu'est-ce qui reste pour aller, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, qu'est-ce qui reste pour aller sur le terrain? Alors, quand on fait une vidéo, bon, si, on a forcément besoin d'aller un petit peu sur le terrain, encore que, on peut aussi récupérer des images à droite à gauche. Mais qu'est-ce qui reste pour le terrain? Qu'est-ce qui reste pour la collecte de l'info? Qu'est-ce qui reste pour les interviews? Pour recouper les infos? Et puis le côté humain, oui, bien sûr. Voilà. Une fois qu'on a empilé toutes ces tâches techniques, et on le sait, à chaque fois qu'une nouvelle technologie arrive, et ce sera vrai avec l'IA, on nous dit, vous allez voir, ça va vous libérer. Mais non, ça rajoute des tâches techniques les unes sur les autres, parce qu'aujourd'hui, on se dit, bon, ben voilà, pourquoi avoir besoin d'un poste supplémentaire que le journaliste qui va pouvoir lui-même, j'en sais rien, créer ses mots-clés, qui va pouvoir indexer, qui va pouvoir ceci, cela, parce qu'effectivement, techniquement, c'est pas trop compliqué, c'est juste que ça prend du temps. Et donc ce temps-là, il est forcément pris sur quelque chose. Quand on lui dit, par exemple, que les secrétaires de rédaction de EBRA vont gagner une demi-heure par jour, nous, on demande à voir à quoi elle va être consacrée, cette demi-heure. On pense qu'effectivement, elle sera consacrée à d'autres tâches qu'il n'avait pas jusque-là. Je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure, vous avez utilisé le terme humain. C'est-à-dire que maintenant, on va pouvoir faire du journalisme sans aimer les gens. Oui, et puis sans savoir, enfin, sans les aimer. Ça fait marrer, mais ça fait partie quand même de notre métier. Sans les sentir, j'allais dire. Oui, sans les ressentir. C'est ce que je voulais dire aussi. Jacques, oui, pardon.
Je voulais un peu rebondir simplement sur le sujet des correspondants locaux de presse qui ne me semblent pas suffisamment pris en compte par le mouvement syndical. Comme tu le précisais, Ludovic, dans certaines rédactions, ils couvrent 50 ou 60%. Alors, le correspondant de presse d'avant, secrétaire de mairie qui faisait un clic-clac et une photo légende, ça c'est plus le même aujourd'hui. Non, on a des correspondants tout à fait compétents qui font un travail journalistique sans en avoir le statut. On a parfois des anciens journalistes au RSA, au chômage, des anciens communicants au chômage, etc., qui couvrent maintenant des conseils municipaux, qui couvrent des annonces des festivals, etc. Donc, il faut qu'il y ait quand même une prise en compte, donc un statut hyper précarisé, parce que c'est même pas en honoraire, ils sont payés avec un chèque à la fin du mois, et puis peut-être à la fin de l'année, ils ont leur revenu annuel pour les impôts, et c'est tout. Donc il n'y a même pas de preuve mensuelle de leur rémunération, hyper précarisée, donc même s'ils contestent leur statut, bon, il faut aller même s'il y a un problème, ils ne peuvent pas aller au prud'homme, sauf à demander la requalification. C'est pas du salaire, de toute façon. Voilà. Non, mais c'est pas du salaire, mais ça pose quand même un vrai problème, et que je pense que le mouvement syndical pourrait... déjà, on a du mal peut-être à savoir dans les rédactions. Moi, je vois, par exemple, à la veille de la Ternoise ou à l'avenir d'Artois, moi j'habite dans le Pas-de-Calais, parfois certaines, sur une dizaine de pages, la journaliste va s'appuyer sur 2 ou 3 correspondants locaux de presse. Et sans ces correspondants locaux de presse, elle ne peut pas faire son travail. Les pages sont vides. Si, on en parle. Seulement les seuls. Oui. Moi, je veux bien dire un mot là-dessus. Alors, effectivement, peut-être que ce n'est pas suffisamment visible. Dans ce cas-là, il faut qu'on change notre communication. Il se trouve que les deux syndicats de journalistes qui sont présents à cette table, on n'est pas tous d'accord. Mais là, il se trouve que les deux qui sont présents, le CGT et la CFDT journaliste, le sont sur cette question-là, puisqu'on a communiqué autour du fait que nous, on demande qu'effectivement, tous ces correspondants, et ça représente une part importante, des correspondants de presse qui font, en gros, pour être très clair, un travail de journaliste pigiste. En gros, c'est ça, puisqu'ils vont faire du reportage sur place. Ils ramènent le kit, entre guillemets, complet, l'article écrit, la photo quand il y a une photo, parfois ils font de la vidéo. Donc ça, c'est du travail de journaliste pigiste, de journaliste localier pigiste, on va dire. Donc nous, effectivement, on revendique que cela soit payé comme des pigistes. On travaille aussi avec le CNCLP, donc Comité national des correspondants locaux de presse, avec des revendications similaires. Et on se fait effectivement à chaque fois rembarrer, notamment dans ce qu'on appelle, nous, les négociations de branche, c'est-à-dire les négociations qui se passent par type de presse. Par exemple, sur les questions de droits voisins, droits d'auteur, puisque nous, on estime que ce sont des auteurs. On nous dit, bon, déjà, non, on leur dénie la qualité d'auteur, et puis surtout, on nous dit, et puis ça ne vous regarde pas, parce que ce sont des correspondants locaux de presse, et vous êtes des syndicats de journalistes, donc ça ne vous regarde pas, et puis surtout, vous imaginez, si on devait tous les faire passer à la grille, au statut salarié, etc., mais vous voulez notre mort, on va mettre la clé sous le paillasson. Voilà, nous, on dit, c'est tout travail mérite salaire, et si on fait un travail de journaliste, on doit être payé comme un journaliste. Je ne détaille pas beaucoup plus, parce qu'on n'a peut-être plus beaucoup de temps, mais je rappelle qu'au départ, le statut, alors je ne sais même pas si on peut parler de statut, mais en tout cas, travailler comme correspondant local de presse, qui est un statut de travailleur indépendant, normalement, suppose de ne même pas écrire. En gros, on est censé ramener des informations à la rédaction qui elle-même va les utiliser, va les mettre en forme, etc. etc. On sait très bien que c'est plus du tout ça aujourd'hui. On sait aussi que certaines rédactions font gaffe maintenant parce qu'ils ont peur justement de ce que tu évoquais, les requalifications au prud'homme. Donc en gros, certains, alors il n'y en a pas beaucoup, pour avouer que d'une part, c'est long, c'est compliqué, ça demande de l'argent, et puis évidemment, en gros, c'est quand on se dit j'ai plus aucune chance de bosser pour eux que je vais aller au prud'homme. Mais j'ai perdu le fil. De la peur des journaux de requalifier les... Oui, voilà, c'est ça. Donc ils font très attention maintenant qu'on ne puisse pas leur dire vous leur passez des commandes. Donc je pense que on a compris que certains journaux, puis on a compris avec des camarades qui sont journalistes en poste dans ces titres-là, qu'on leur fait passer le message de dire en gros, voilà, faut pas que ça laisse de traces, quoi. Parce que si ça devient une commande, effectivement, ça peut devenir de la pige, ça peut devenir une relation de subordination, etc., etc. Ah non, nous correspondants, ils font ce qu'ils veulent et ils ramènent ce qu'ils veulent. Oui, bien sûr. Alors, moi, je me place de l'autre côté, c'est-à-dire que là, vous parlez des journalistes, moi je parle en tant que média.
entre guillemets, parvenu, parce que je n'ai jamais rien demandé, sans journaliste. Simplement, il y a des lecteurs. Et des lecteurs qui ne payent plus. Il n'y a plus de publicité. Il n'y a plus d'agences de pub. Il y a des agences de presse, en veux-tu, en voilà, moi j'en vois partout, multipliées par 10, 15, 20 depuis 20 ans. Il n'y a plus d'agences de pub. Les seuls pubs que... Alors moi je suis surtout simplement sur Internet, et les seuls trucs de pub que vous voyez, c'est Google. Donc comment vous faites pour rémunérer éventuellement vos salariés, vos journalistes, si vous avez besoin d'inventer un média un peu plus positif. Alors je vois en plus qu'avant, il fallait forcément se déplacer pour pouvoir avoir le dossier de presse. Vous n'êtes plus obligé de vous déplacer pour recevoir tout par mail, pour recevoir les visuels, pour recevoir tout. Maintenant, quand moi je me déplace parce que j'y vais quand même sur plein de trucs, il n'y a pratiquement plus de journalistes, plus de pigistes. Ce sont des influenceurs et des influenceuses et qui se présentent comme tels. Ah oui, Alors, il y a pas de au niveau de la complexe. culture, hein, je ne fais pas dans le politique, ni dans le social, ni Même dans... en dehors de la politique. Hein. Mais c'est tout le milieu a changé quand vous êtes sur le terrain. Voilà. Je vous laisse Et au réagir. niveau des budgets, ben, vous faites comment pour vivre et faire vivre? Alors, c'est une bonne question. Hein. Nous, chez Epsilon, on s'est lancé, donc, il y a 4 ans. On a fait le choix d'avoir très peu de pubs. Voilà. On a 100 pages. Sur 100 pages, on a maximum 5 pages de pub. Et la plupart du temps, on ne les vend pas, c'est de l'autopromo, c'est-à-dire on fait la pub pour le hors-série d'Epsilon dans le mensuel et inversement, etc. On a fait le choix de ne pas dépendre de la pub et de dépendre entièrement de nos lecteurs. En fait, c'est ça. On s'est lancé là-dessus. On s'est lancé sur Ulule. On a fait une campagne de financement participatif. On a demandé aux gens. En fait, on avait la chance d'avoir un actionnaire. Epsilon, ouais, c'est ça, l'Unique Héritage Média, qui est un groupe de presse spécialisé dans la jeunesse, qui nous a accueillis et qui a vu, une fois qu'on était parti de Sciences & Vie, qui a dit, bon voilà, moi j'ai essayé de racheter Sciences & Vie, j'ai pas réussi, c'est World Media qui a remporté la mise, mais j'ai toujours aimé Sciences & Vie, qu'est-ce que ça vous dirait de créer un nouveau Sciences & Vie? Et donc on a un actionnaire qui nous a soutenus, qui a mis beaucoup d'argent pour lancer un premier numéro, voilà. Et la campagne Ulule, du coup, ce qu'on a demandé aux gens qui voulaient participer, on n'a pas demandé d'argent parce que du coup, on avait un actionnaire qui mettait de l'argent, qui a mis 1 million d'euros sur la table, c'est pas un secret, il a déjà dit en interview, pour lancer le magazine la première année, juste la première année. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a demandé à nos lecteurs, on leur a dit, si vous voulez nous soutenir, le seul moyen, l'unique, c'est abonnez-vous, achetez Epsilon, lisez-nous, et voilà. Et donc, ce qui s'est passé, on a battu tous les records d'Ulule, je crois que le record tient encore. On est le plus gros projet, le plus gros financement, un financement entre guillemets. En fait, les gens, on a eu de mémoire 24 000 abonnés en un mois. Et donc des gens qui se sont abonnés à un magazine qui n'existait pas, puisque c'était pour le lancement. Hein. C'était au mois de mai, on a lancé le premier numéro en juillet. Donc il y a 24 000 personnes qui ont mis de l'argent pour acheter quelque chose, un produit qui n'existait pas, qu'ils n'avaient jamais vu. Juste sur une promesse, juste sur notre histoire de journalistes qui avaient décidé de quitter Sciences & Vie parce qu'on n'était plus d'accord. Et voilà. Donc on n'est probablement pas un modèle, on n'est plus une exception que la règle. Mais là où je veux en venir, c'est que le côté positif du truc, c'est que nous-mêmes, on a été surpris de ça. On s'est dit, OK, donc en 2021, il est encore possible de créer un magazine papier, parce qu'on s'est aussi posé la question, est-ce qu'on fait du papier, est-ce qu'on fait d'Internet? C'est quand même un autre business, une autre industrie de faire du papier, c'est lourd, hein, c'est de la logistique. Et donc, en 2021, il est encore possible de lancer un magazine papier sur un domaine pas simple qui est la science, qui lit encore et qui lit la science, qui est réputée un peu compliquée. Et cette expérience-là a montré que, oui, il y a quand même encore des gens qui sont prêts à nous soutenir et la plupart d'entre eux nous ont suivis jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a un taux de réabonnement qui est assez élevé. Évidemment, on en a perdu, hein, ça c'est normal. Mais donc, voilà, il y a un petit message positif qui dit on peut aujourd'hui, en 2025, créer un média qui fait quasiment pas de pub et qui vit de ses lecteurs. Maintenant, je suis d'accord, c'est pas le club plus grand. Ça reste toujours dubitatif. Moi, Charlotte, je vais vous poser. Jean-François Kahn l'a fait dans son domaine dans les années 90 avec Marianne. Plenel et son équipe l'ont fait pour Mediapart, un journal en ligne. On n'y croyait pas. Mediacité commence seulement à équilibrer ses comptes.
On ne croyait pas qu'on puisse faire des journaux sans pub et que basés sur les lecteurs. Et il y en a d'autres qui galèrent là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un modèle à développer, c'est un modèle d'avenir? Alors, je n'aurai pas la science infuse là-dessus, mais sur ce que tu disais, c'est vrai. Moi, j'avais suivi la campagne de financement et ça a été un vrai succès, hein, Epsilon, vraiment. En 2025, je ne suis pas sûre qu'il y aurait autant de succès. Je pense qu'on arrive aussi à un moment donné à un plafond de verre de ces campagnes de financement. Alors déjà, Oui, c'est devenu. nous, on l'a fait, notre première campagne au FPN, on l'a fait sur KissKiss, Bank. Bon, c'était pas un choix, voilà, c'est pas franchement ce qu'on aurait voulu, mais en tout cas, il y avait la matière pour, et encore une fois, on n'est pas un média, hein, mais j'ai cet exemple-là. En tout cas, KissKiss nous a aidés parce qu'il y avait un vrai vivier qu'on pouvait attirer. Les années suivantes, on n'est pas repassé par KissKiss parce qu'il y a des vraies commissions. Moi, je m'étais renseignée auprès d'Ulule il y a 2 ans. Franchement, quand on voit les commissions, on a envie de dire, je préfère que l'argent des donateurs aille ailleurs que dans une partie des commissions. Donc, après, les campagnes de financement, pour en faire une chaque année, c'est très énergivore. Franchement, ça coûte quand même de l'argent parce que le faire seul, enfin, vous étiez une équipe, au FPL, je suis la seule salariée, donc ça demande. Et du coup, j'ai quelqu'un qui m'aide et que je recrute en tant que prestataire. Il faut des équipes dédiées en fait pour faire ça. Bah, en fait, pour moi, c'est un vrai métier de faire du financement participatif. Moi, je suis arrivée au FPL, je n'avais jamais fait ça. C'est pas rien, c'est de la communication, c'est relancer tout le temps sur les réseaux, par des newsletters. Enfin, c'est vraiment, je trouve, un métier à part entière et je pense que vous étiez certainement aidé. Si ce n'était pas le cas, bravo. Voilà, donc c'est pas rien. Mais nous, ce qu'on constate en voyant cet écosystème de presse indépendante, c'est qu'il y a quand même des médias qui se créent, donc ça existe, mais c'est très dur. Et je ne suis pas journaliste, donc je ne veux brusquer personne, mais quand on est journaliste, je pense qu'on n'est pas forcément entrepreneur de presse. Et de créer un média, c'est vraiment, alors soit être entrepreneur de presse, ou même, tout à l'heure, je discutais avec un média qui vient de se créer à Limoges, et eux, ils ont pris le modèle associatif sur le modèle Disclose ou Splend, voilà. Mais c'est des vraies difficultés. Il y a toute une charge administrative qui est énorme. Et maintenant, nous, ce qu'on voit aussi, c'est les campagnes. Alors, je m'éloigne peut-être un peu du sujet, mais on parlait des campagnes de financement. Maintenant, les médias indépendants qu'on connaît, maintenant, ils lancent des campagnes de financement quand ils sont attaqués, quand ils sont victimes de procédures bâillons, quoi. Donc, en fait, on part dans un truc qui est complètement délirant. J'ai envie de dire quand même, parce qu'il faut quand même avoir de l'espoir, c'est qu'on réalise quand même que la population, enfin les citoyens et les citoyennes, ils sont prêts à financer l'information, quoi, à donner de l'argent pour financer, voilà, des médias, des revues scientifiques, des médias locaux d'information politique et générale, des médias culturels. Et je trouve que ça, c'est une vraie force, en fait, parce que finalement, ils participent eux-mêmes à la production d'informations, à la fabrication, et ils veulent faire vivre, en fait, des médias. Alors, on parle à une petite échelle, hein, je ne le dis pas, mais je trouve que ça, j'ai envie de dire qu'il y a une vraie légitimité, en fait, quand tu as un média qui se crée et qui est financé par les lecteurs, alors par des abonnés, enfin par des abonnés ou des donateurs, enfin, mais je trouve que c'est là où ça donne de l'espoir. On parle d'une petite niche, hein, j'entends, mais je trouve qu'il y a une prise de conscience de cet enjeu, en fait, de presse indépendante, de qualité de l'information. Ça casse le fameux désamour. Le site vert, le site d'information vert, ils ont lancé justement un appel à financement il n'y a pas longtemps et ils sont arrivés à presque 300 000 €. Oui, c'est le club, je crois qu'ils ont créé le club de verre ou le club. Oui. Alors, il y a le club de verre, mais ils devaient lancer une newsletter qui s'appelle Chaleur. Chaleurs actuelles. Oui, voilà. fait,
entre parenthèses, voilà, avec une référence à valeur actuelle, et ils se sont associés à d'autres sites et ils ont réussi à avoir presque 300 000 euros, si ce n'est pas 300 000 euros déjà. Avant de passer oui, c'est le projet de vie que j'en profite, et pour reboucler avec ce qu'on disait tout à l'heure sur l'IA, je pense qu'il y a un mot important dans ce que vous avez dit, c'est la qualité. C'est-à-dire que les gens sont prêts à payer pour la qualité. Et si on attaque le truc par le haut, je pense que ça nous permet de nous sortir de la concurrence des IA qui produisent des trucs à la chaîne de basse qualité. Et c'est pas là-dessus qu'on va gagner. Par contre, proposer des sujets originaux, des magazines originaux, bien travaillés, bien pensés, etc. Je pense qu'effectivement, il y a un marché là-dessus. Oui, ça recrée la confiance, en fait, d'aller produire. Ouais. Oui. Deux, trois petits mots là-dessus. Moi, je pense que le point de départ, c'est que l'info, elle a un coût. Si elle a un coût, elle a un prix. Mais après, je ne connais pas la ligne de votre média, qui doit être un média gratuit, j'imagine. Voilà, si elle a un coût, elle a un prix. Si elle a un prix, ça veut dire qu'effectivement, il faut que le lecteur soit prêt à mettre le prix en question pour avoir accès à cette info-là, parce que ça lui amène quelque chose, parce qu'elle est différente, parce que c'est une thématique qui l'intéresse, etc. Moi, effectivement, la pub, il y en a toujours eu. Un média dont le modèle est basé sur la pub, en tout cas si on parle de médias d'information, clairement ça me pose question. Il y en a qui l'ont fait, je veux dire, 20 minutes l'a fait, journal gratuit, entre guillemets, parce que bon, gratuit, on pourrait aussi se poser plein de questions sur le gratuit. Je sais que j'ai une épouse qui est enseignante, et quand je suis allé faire des interventions presse à l'école, ils aimaient un journal gratuit, donc ils pensaient évidemment à 20 minutes. Un journal gratuit, c'est-à-dire que les journalistes ne sont pas payés. Mais non, c'est pas tout à fait ça. Bon, enfin bref, je referme la parenthèse de la réflexion sur gratuit, mais voilà. Et pour rien vous cacher, nous, on a aussi autour de nous, on va dire, des médias qui se sont créés là avec un réel contenu journalistique, qui ont été créés par des gens un petit peu sur leurs épaules, plus ou moins solides ou plus ou moins frêles, qui peuvent embarquer après d'autres personnes dans l'aventure, et dont on se rend compte. Alors, ce sont des gens qui ne sont pas forcément des amis, mais qui sont des gens avec lesquels on partage, on va dire, des vraies valeurs. Désolé, quand on se rend compte que l'équipe ou la petite équipe qui s'est constituée autour d'eux, c'est elles qui ont fait les frais de la fragilité du média, désolé, mais on intervient. On dit non, c'est pas possible. Ça peut pas se passer comme ça. Et oui, effectivement, on est attaché au statut, mais pas pour le statut, mais parce que pour les garanties qu'ils donnent. Voilà. Alors après, c'est peut-être difficile à dire et difficile à entendre, mais oui, un média pour qu'il trouve son public et son public qui met le prix, je pense que c'est aussi lié au contenu. Après, c'est compliqué, je veux dire. Alors c'est peut-être un peu facile uniquement de voir des grands et des beaux succès type Mediapart. Ok, ils ont eu des moyens alors qui étaient et ils ont ramé. Ils sont passés à deux doigts. Je pense que si l'affaire Bettencourt n'était pas arrivée, je pense que c'est à ce moment-là qu'ils ont vraiment décollé. Ils en étaient presque à dire c'est tout. Voilà, on a essayé, on n'y arrivera pas. Et puis ça a décollé. Mais bon, effectivement, j'imagine que Mediapart, même dans ses débuts, avait peut-être des moyens dans son média différent du vôtre. Alors, on va dire les choses clairement. C'est des gens qui étaient passés dans des grands titres et qui ont dû investir, je pense, leur clause de cession en partie là-dedans. Il y en a d'autres qui l'ont fait à des niveaux plus faibles. Je pense à Mediacité, c'est pareil. Ils sont toujours là. Je pense qu'ils ont une vraie place. Vraiment, ils ont amené quelque chose dans l'info locale. Je pense qu'ils ont aussi un peu piqué, et tant mieux, là où ils se sont installés les journaux régionaux, qui soit reprennent certaines de leurs infos ou les recreusent, ou peut-être du coup sont peut-être plus attentifs au traitement de certaines infos. Mais oui, c'est toujours sur la ligne. Bon, ils sont toujours là, mais c'est vrai que clairement, on reçoit régulièrement, quasiment tous les ans, il nous faut un petit peu plus, il nous faut Fakir, c'est pareil avec sa campagne d'abonnement actuelle. C'est la première année où vous écrivez.
Oui, c'est ça, mais Au bout de, je sais plus, j'oublie toujours le nom. 3 ans, toi, non et en plus, Non, c'est c'est 10 ans. ah, ça fait, oui, ça fait, vous voyez, le temps passe vite. Et puis surtout ces médias-là, pour ceux qu'on vient d'évoquer, hein, les Mediapart, tous les titres qui bossent d'une façon similaire, mais peut-être à un niveau plus modeste, en tout cas en termes de moyens, pas forcément en termes d'ambition, c'est ceux qui ont le plus d'affaires au tribunal, quoi. C'est Mediapart, j'ai pas pardon, pas Mediapart, ça c'est évident, mais Mediacité, j'ai plus le chiffre en tête, mais ça se chiffre à chaque fois. En plus, chaque fois qu'ils sont attaqués, c'est 4 ou 5 000 euros d'avocats. Donc ils gagnent tout le temps. Ils gagnent tout le temps, mais entre-temps, ils ont dû quand même mettre sur la table, et de toute façon, le but, il est là. Le but, il n'est pas forcément. Alors évidemment, j'imagine que la personne qui attaque, si elle gagne, elle se dira c'est que du bénéf, mais de toute façon, le but, il n'est pas là. Il est que ça traîne 1 an, 2 ans, et que d'une part, ça leur fasse du mal, et qu'aussi tous les autres réfléchissent. Donc, vous avez vu ce qui se passe quand moi on m'attaque. Si vous n'avez pas les reins solides, laissez tomber, quoi. Je crois qu'il va falloir conclure. Je me tourne vers vous, côté organisation syndicale, et vers des organisations qui ne sont pas là ce matin. Vous êtes donc sur ce décret, pour revenir à ce décret qui n'est pas encore sorti, vous êtes tous sur la même ligne. Donc, vous avez signé un communiqué commun récemment. Donc, c'est quoi l'avenir? Vous êtes continué on en prépare un à second. remuer, à vous battre? On en prépare un second, là, qui est, on en prépare un second, là, qui est le premier un petit peu musclé, voilà, un peu plus musclé. Et Mis à jour. Voilà, mis à jour. Voilà, donc on veut être autour de la table et on veut qu'ils abandonnent ce décret qui est quand même Vous avez un rendez-vous qui est prévu avec... Non, il n'y a rien. Non, pas de rendez-vous. Des échanges. Et on ne sait pas du tout ce qui se passe. Donc ça risque de tomber quand même sans que vous soyez concertés. Il y a des réunions qui doivent avoir lieu, mais qui ont été repoussées, et on ne sait pas trop ce que ça va devenir, mais on est là, nous, on est sur la même ligne. Ah oui, tout à fait. Les quatre syndicats représentatifs de journalistes, les SNJ-CGT, les SNJ, CFDT journalistes et SGJFO, eux, ils sont sur la même ligne. Notre boucle WhatsApp chauffe beaucoup en ce moment. Oui, il y a des dizaines de messages par jour et essentiellement en ce moment là-dessus. Oui, ça c'est l'avantage. On a des syndicats différents, mais on sait se retrouver sur des moments importants. On a des vues différentes de fond sur certaines choses. Peut-être que là, on pourrait aussi en avoir si on poussait le débat plus loin. Mais en tout cas, là, sur le débat qui a été le nôtre aujourd'hui, oui, on est tout à fait sur la même. Très bien. Juste pour compléter ça, il y a aussi des discussions exactement du même type, des boucles signal qui chauffent là, avec des sociétés des journalistes. Moi, je suis membre de la Société des journalistes d'Epsilon, donc, et on est en contact avec un bon nombre d'autres sociétés des journalistes également pour refaire. Et d'ailleurs, on vous a associé à la deuxième version, et j'imagine que vous-même, vous allez travailler peut-être aussi sur votre propre prise de parole. Ça va plus loin que les simples syndicats. Il y a vraiment là un collectif. Ça fait boule de neige, mais je pense que c'est comme ça qu'on peut avoir de l'impact. À mon avis, il faut. Alors, j'ai vu un texte qui circule, qui est ouvert à la signature, je crois. C'est celui dont on parle. Oui, qui est encore. Je crois que j'ai vu passer sur une boucle de mail qu'effectivement le Club de la presse des Hauts-de-France l'a signé. Bien sûr. Ah oui, non, c'est. Dernière petite chose, alors je ne saurais pas forcément vous dire quelles organisations en question, mais on a des indications qui nous disent que côté organisation d'éditeurs, organisation patronale, comme on dit chez les syndicats, chez certaines d'entre elles, en tout cas, ça commence aussi à réfléchir un petit peu. Ils ne sont pas forcément tous sur la même ligne sur ce décret. Notamment le SPI. Et notamment le SPI, alors qui est peut-être un syndicat un petit peu particulier entre guillemets, mais bon, qui est un syndicat qui a son importance, quoi. La presse d'information indépendante en ligne, que Charlotte connaît bien, et que tout un tas de médias qu'on a cités là, tout à l'heure, de Mediacité à Mediapart et autres, effectivement, connaissent puisqu'ils en sont adhérents.
Parfait. Écoutez, moi, ça à vous remercier. Vous êtes toujours les bienvenus au Club de la Presse. Vous aussi. Merci à Ophosia pour avoir eu cette brillante idée. C'était important de faire cette réunion. Je regrette que nous ne soyons quand même que quelques-uns. Mais il y a au moins la qualité. Et puis, on va y arriver. Je ne sais pas si on a eu... Une petite centaine qui ont dû regarder un petit peu ou beaucoup. Ou pas beaucoup. Alors, je dirais comme vous tout à l'heure, tout n'est pas noir, il y a de l'espoir. Merci beaucoup. Merci. Sans trop m'avancer, je pense qu'il y a un coup à boire.